Et au 6e jour de cette guerre, les frappes se sont poursuivies toute la journée au Moyen-Orient. Elles se sont même étendues à un pays jusqu'ici épargné, l'Azerbaïdjan. L'Iran affirme qu'elle ne cherche ni cessez-le-feu, ni négociation avec les États-Unis. Baptiste Guénet et Sofiane Soyer. La nuit vient de tomber sur Téhéran et les frappes se poursuivent. Ce soir, Israël appelle les habitants de certains quartiers de la ville à évacuer. Au 6e jour du conflit, les mêmes images de panache de fumée dans le ciel de l'Iran. Une partie de la nuit et toute la journée, les frappes américano-israéliennes ont pilonné des cibles stratégiques. Selon Tsahal, des lanceurs de missiles et des sites de stockage d'armes. À Téhéran, un complexe sportif, 12 000 places, a été partiellement détruit. La scène est commentée en direct à la télévision iranienne. Les secours sont en train de sortir le corps d'un martyr de sous les décombres. Voilà l'ampleur de la destruction ici. D'importants dégâts également dans ce commissariat de la ville et dans de nombreux bâtiments d'habitation. Ici, cette ogive n'a pas explosé, elle est restée encastrée dans le mur. Selon l'agence de presse officielle iranienne, plus de 1200 personnes ont été tuées dans le pays depuis le début de l'offensive. Et aujourd'hui, la télévision d'État a été piratée. Pendant quelques minutes, un message de Reza Pahlavi, fils du Shah d'Iran, opposant au régime des Mollahs, a été diffusé. Ensemble, nous allons prendre la route vers la victoire finale. Longue vie à l'Iran. La riposte iranienne ne s'est pas fait attendre, avec de nouvelles salves de missiles et de drones. Selon l'armée américaine, Téhéran a réduit la cadence comparée au premier jour de la guerre. Les attaques de drones ont baissé de 73%, moins 86% pour les missiles. Pourtant, un peu partout autour du golfe Persique, les sirènes ont retenti aujourd'hui, à Jérusalem ou encore à Doha. Ces projectiles dans le ciel ont été interceptés. À Bahreïn, une frappe de missile attribuée à l'Iran a provoqué un incendie dans la principale raffinerie de l'État. Et le conflit s'est étendu aujourd'hui à un nouveau pays. En Azerbaïdjan, plusieurs drones ont touché cet aéroport non loin de la frontière avec l'Iran, faisant 4 blessés. Bakou a promis des représailles. Téhéran, de son côté, affirme ne pas être à l'origine de la frappe et rejette la responsabilité sur Israël. Les rapatriements se poursuivent de leur côté, tant bien que mal. Ce soir, le ministère des Transports annonce que le vol affrété pour aller chercher des Français aux Émirats arabes unis avait dû faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans la zone. Comment savoir ce que pensent vraiment les 90 millions d'Iraniens? On estime qu'avant la guerre, 20% tout au plus soutenaient la dictature islamique. Depuis samedi, Internet est coupé, ainsi que les liaisons téléphoniques. Anne Norbans, Jeanne Cancard et Caroline Blancard ont réussi à recueillir quelques rares témoignages à l'intérieur du pays. C'est un document, regardez. Encore sonné par le souffle de l'explosion, cet Iranien filme pour nous son appartement à Téhéran. En nous envoyant ces images, il prend un risque car le régime iranien interdit toute diffusion de vidéos. Mais cet habitant souhaite à tout prix témoigner de la situation sur place. Un missile a frappé près de chez nous. Pendant 20 minutes, j'ai cherché mon fils dans la fumée. Il balance 30, 40 bombes par jour. La situation est catastrophique. Il a roulé pendant 11 heures avec sa femme et ses enfants vers le nord du pays pour se mettre en sécurité. Comme ces deux étudiantes que nos reporters croisent à la frontière avec la Turquie. Elles leur racontent avec cette vidéo qu'elles ont filmé furtivement leur départ en pleine nuit. La nuit dernière, ils ont bombardé notre ville. C'était terrifiant parce que c'était tout près de notre maison. On a ressenti le souffle de l'explosion. Un départ forcé et douloureux. Pourquoi pleurez-vous? À cause de mon père et de ma mère qui restent, que je laisse là-bas, à cause de toute la situation. Notre journaliste leur pose la délicate question. Pensez-vous que le régime peut tomber? Nous n'avons pas la réponse à cette question. Allez, merci. Vous espérez? Dieu décidera. Si certains ont pu fuir,
D'autres sont toujours sous les bombes. Comme cet habitant à Téhéran qui souhaite rester anonyme pour sa sécurité et que nous avons réussi à contacter. Le bruit des avions de chasse résonne constamment dans le ciel de Téhéran. Vous avez entendu? Ils viennent de frapper une autre cible. L'explosion était si proche. Les forces gouvernementales sont toujours déployées dans les rues et aux entrées de la ville afin d'empêcher de nouvelles protestations. Si les frappes ont touché les sites stratégiques du régime, les gardiens de la révolution, eux, sont toujours présents dans les rues de Téhéran. Restons dans la capitale iranienne pour retrouver en duplex Siavosh Ghazi, correspondant pour France 24 et RFI en Iran. Depuis samedi dernier, le régime iranien a été décapité, le guide suprême est mort. Il n'y a toujours pas de successeur désigné, ni même de date. 6 jours après la mort du guide suprême iranien dans une frappe israélienne samedi matin à Téhéran, on n'a toujours pas de date sur les funérailles, ni même les obsèques du numéro iranien. Des cérémonies de deuil avaient été annoncées et qui ont été immédiatement annulées et reportées, mais pour l'instant il n'y a aucune date. C'est aussi de l'incertitude en ce qui concerne la désignation d'un nouveau guide suprême, mais pour l'instant on est donc dans l'incertitude et on ne sait pas à quel moment il y aura une désignation pour succéder à l'Ayatollah Khamenei qui a été tué samedi. Merci Siavosh. Partons à présent à l'extrême nord de l'Iran, à la frontière avec l'Arménie, l'un des très rares points de passage plutôt sûrs par lequel transitent de nombreux Iraniens. Nos envoyés spéciaux Michel Scott et Gilles Parot sont allés à leur rencontre. Certains ont même pris la décision de rentrer dans leur pays. Regardez. Accroché à ses grilles, le visage du défunt guide suprême. C'est ici le consulat iranien de la zone frontalière. Hello. Et c'est le consul lui-même qui nous y accueille. À l'intérieur, dans un silence total, un livre de condoléances est ouvert. Je ne sais pas combien de signatures, mais beaucoup. Monsieur Abedine nous montre les marques de soutien reçues, dit-il, en faveur de la République islamique qu'il représente et qu'il continue de défendre. L'Iran n'a jamais commencé cette guerre. Ce sont les Américains et les Israéliens qui nous ont entraînés là-dedans. Son pays cadenassé sous les bombes est tout près, derrière ses limites. Là-bas, le village iranien de Douzal. Plus loin, le drapeau national est en berne. Il est entouré ici de 2 étendards noirs, peut-être en signe de deuil. Les chauffeurs routiers qui ont traversé le pays sous les bombes passent le poste frontière vers l'Arménie sans blocage. C'est périlleux pour vous sur la route? Oui, c'est très dangereux. Pour mes amis et ma famille qui sont à Tabriz aussi. Au milieu des montagnes, à l'extrême nord de l'Iran, ce point de passage est peut-être le plus sûr pour tous ceux qui veulent fuir. Comme cette famille qui a fait plus de 800 km depuis Téhéran. Et puis, il y a ceux qui veulent au contraire rentrer chez eux. Débarqués de ce bus à la nuit tombée, une trentaine d'Iraniens se bousculent pour récupérer leurs bagages et franchir à pied le No Man's Land. Parmi eux, il y a un Shahadi, revenu de l'étranger, seul et sans aide pour ses valises. Bien sûr que j'ai peur, bien sûr, parce que ma mère est là-bas et j'ai peur. Shahadi va se débrouiller toute seule pour trouver son chemin dans le pays en guerre.